Le SADAM. Beaucoup de patients souffrent du syndrome de Kosten ou SADAM. Les diagnostics et les traitements sont souvent contradictoires, ce qui trouble les patients. Ils sont souvent désemparés devant leur douleur et les causes de celle-ci. Après plus de 25 ans de pratique et de recherche, j'ai décidé de vous faire partager mon expérience pour vous permettre une meilleure compréhension de cette redoutable maladie. Le SADAM peut être vaincu. PowerPoint vidéo réalisé par Jean-Marie Landouzy, ostéopathe à Lille, webmaster des sites internet ceremédecine.org et jmlandouzy.fr. Le SADAM est une pathologie redoutable par la multiplicité de ses symptômes et de ses causes. Cela rend difficile la compréhension des patients qui souffrent de cette maladie et des praticiens qui y sont confrontés, d'autant que les approches thérapeutiques sont nombreuses et souvent contradictoires. Il arrive fréquemment que le patient soit classé malade imaginaire ou psychosomatique. Il se trouve alors dans une situation d'échec permanent qui aggrave encore son angoisse. Il arrive souvent que le patient ne sache pas que les douleurs chroniques dont il souffre depuis des années soient en relation avec un déséquilibre de son occlusion dentaire et de sa mâchoire. Il faut distinguer le psychosomatique du somatopsychique. Le psychosomatique désigne les troubles physiques occasionnés ou aggravés par des facteurs psychiques, selon Wikipédia. Somatopsychique, les symptômes sont à l'origine des troubles psychiques du patient, angoisse et dépression, par désespoir de guérir. Historique de cette maladie. Cette maladie a porté bien des noms et des acronymes, dont le plus fréquent est SADAM, syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur. Le syndrome de Kosten nous donne une description fidèle et détaillée des symptômes répertoriés en 1934 par le docteur Kosten, ORL américain. Syndrome de Kosten. Kosten était un ORL américain qui a décrit en 1934 son syndrome, qui est un ensemble de symptômes présents dans une pathologie dont la cause est un déséquilibre de la mandibule par une malocclusion et ou une dysharmonie dentomaxillaire. Les symptômes du syndrome de Kosten siègent dans tout le corps, localement aux articulations temporomandibulaires, au crâne et à la face, mais aussi au rachis et au pelvis. Les symptômes temporomandibulaires. Limitation et déviation latérale de la mandibule au cours de l'ouverture buccale. Douleur, craquement et ressaut des articulations temporomandibulaires. Luxation du disque temporomandibulaire. Les symptômes céphaliques. Les symptômes de la face. Sinusite par l'obstruction nasale permanente en raison des tensions asymétriques qui s'exercent sur le maxillaire. Céphalée et douleur de l'occiput par les tensions transmises par le déséquilibre de la mandibule au rachis cervical. Sensation de brûlure de la gorge, de la langue et des ailes du nez et des glossodinies. Enfin, une sécheresse buccale. Il existe aussi des troubles ophtalmiques et notamment un manque de convergence oculaire rapprochée.
On observe des symptômes auriculaires, une altération de l'ouïe, des sensations d'oreilles bouchées, des tintements, des acouphènes, des démangeaisons et des douleurs du conduit auditif externe. Des symptômes neurologiques, vertiges, migraines, névralgie d'Arnold notamment. Les symptômes généraux. Des cervicalgies, des névralgies cervico-brachiales et des douleurs des épaules, périarthrite de l'épaule notamment, des dorsalgies, des douleurs lombaires et pelviennes, éventuellement des sciatiques. Comment un trouble de l'occlusion dentaire peut entraîner autant de symptômes? Il est difficile de comprendre comment la malocclusion dentaire peut créer autant de symptômes. Cela est dû aux modifications de la position du squelette qui entraînent des tensions musculaires généralisées. Pour les comprendre, il faut connaître l'équilibre postural normal du corps. Les causes du déséquilibre global du corps sont au nombre de 4. La posture ou biomécanique de la colonne vertébrale et du bassin, les fonctions orofaciales, et notamment la déglutition salivaire, l'occlusion dentaire, l'architecture crânio-faciale. Posture et équilibre du corps. La posture. La posture s'étudie dans les 3 plans de l'espace. Le plan frontal, que je montre ici, le plan horizontal en rouge, et enfin le plan sagittal en jaune. La posture normale se définit par l'alignement des os du corps sur la verticale du fil à plomb et les horizontales perpendiculaires au fil à plomb et parallèles entre elles. L'équilibre rachidien a été défini par de nombreux auteurs et matérialisé par des constructions géométriques. Équilibre et déséquilibre. Le déséquilibre d'un seul élément horizontal entraîne systématiquement le déséquilibre des autres éléments du corps. La réaction au déséquilibre est immédiate et prévisible. Un exemple simple, une talonnette de 5 mm placée sous le pied droit d'un sujet bien équilibré crée un déséquilibre du bassin et du rachis. Ce déséquilibre artificiel entraîne immédiatement une déviation latérale droite de la mandibule à l'ouverture buccale et une limitation de la rotation cervicale à droite. Beaucoup de médecins ont étudié l'équilibre crânio-facial. Voyons ici la description du docteur Capangi, la description du docteur Lejoyeux qui matérialise le crâne, la mandibule, la langue, l'os hyoïde, la colonne cervicale et la ceinture scapulaire. Le professeur Jean Delair montre l'équilibre crânio-cervical en mettant la pointe de l'odontoïde comme étant le point central de cet équilibre, un petit peu à la manière du bilboquet, de la boule du bilboquet sur son tenon. La tête est posée sur le sommet du rachis cervical à la manière de la boule du bilboquet. L'axe de rotation de la mandibule a été démontré par le professeur Raphaël Fenard en 2005. Il a démontré par des constructions géométriques que l'axe de mouvement de la mandibule passait par le sommet de l'odontoïde, ce qui explique la relation privilégiée de la mandibule
avec le rachis cervical. L'équilibre mandibulaire. Les articulations temporomandibulaires sont équilibrées lorsque les condyles et les disques sont centrés dans les fosses mandibulaires en position bouche fermée, dents serrées, et lorsqu'ils se déplacent de manière synchrone et symétrique au cours de l'ouverture buccale. Mouvement des ATM. L'ouverture de la bouche s'effectue en 2 temps. Une rotation suivie d'une translation pour obtenir une ouverture buccale suffisante. Ceci est dû à la position érigée de l'homme, la partie postéro-inférieure de la mandibule, bloquée par les muscles du cou, ne peut pas reculer suffisamment. C'est donc le sommet de celle-ci qui va effectuer une translation antérieure. L'équilibre mandibulaire se manifeste par la rectitude du mouvement d'ouverture de la bouche, qui est normalement d'environ 40 mm. Voyons ici l'ouverture buccale parfaitement rectiligne. Le début du SADAM. Comment débute cette maladie? Premier symptôme clinique du déséquilibre de la mandibule est la déviation latérale de celle-ci au cours de l'ouverture buccale. Cette déviation peut être facilement créée sur un sujet parfaitement équilibré en plaçant une petite épaisseur de papier entre les dents postérieures d'un côté. Immédiatement, l'ouverture buccale va dévier vers le côté opposé. Une cale molaire à droite entraîne une déviation latérale gauche de la mandibule au cours de l'ouverture buccale. Symétrie et asymétrie. L'ouverture buccale rectiligne, c'est l'alignement des pointes du nez et du menton et des lèvres qui sont en position symétrique. Les ATM se déplacent de manière symétrique lors de l'ouverture buccale. L'ouverture buccale peut être déviée vers la gauche, la pointe mentonnière est déviée et les lèvres sont en position asymétrique. Les ATM se déplacent de manière asymétrique lors de l'ouverture de la bouche, ce qui est le signe du premier déséquilibre. Test bouche fermée et bouche ouverte. Certains tests, et notamment la longueur des membres supérieurs, sont réalisés en bouche fermée et dents serrées, puis avec la bouche ouverte. Cela est censé déterminer si l'occlusion dentaire est seule responsable du déséquilibre. Ce test est complètement faux. En effet, la déviation latérale de la mandibule à l'ouverture prouve bien que la simple désocclusion dentaire ne supprime pas l'effet de la malocclusion sur la mandibule. Sinon, la mandibule ne dévierait pas après la phase de désocclusion dentaire, évidemment. Réciprocité. Chez un sujet qui présente un déséquilibre occlusal entraînant une déviation latérale gauche de la mandibule à l'ouverture, la mise en place d'une cale entre les molaires gauches rétablit une ouverture buccale rectiligne. Il faut savoir que la sensibilité dentaire et buccale est très fine. Elle est de l'ordre de 5 centièmes de millimètre. Cette sensibilité rend les ajustements occlusaux très difficiles. Les déséquilibres possibles. On peut créer une déviation latérale gauche de la mandibule à l'ouverture de multiples façons. Par une modification de l'occlusion, en plaçant une petite cale de papier entre les molaires à droite. Par une modification de la posture. On peut créer une déviation à gauche par une élévation volontaire de l'épaule gauche. De la même manière, avec une rotation de la tête vers la droite,
ou en plaçant une talonnette sous le pied gauche. Enfin, par une modification de la déglutition, en avalant la salive avec la langue entre les molaires à droite. Les ATM sont au centre d'un système complexe. Elles sont influencées par la posture, les fonctions orofaciales, et notamment la déglutition salivaire, l'occlusion dentaire et enfin l'architecture crânio-faciale. Mais il faut savoir que chacun des éléments périphériques aura lui aussi une influence sur les ATM. L'équilibre mutuel. Pour maintenir un équilibre parfait, chaque élément doit être en équilibre. Si un seul des éléments est en déséquilibre, les autres le seront par compensation. En dehors de l'occlusion dentaire, quelles sont les autres causes du déséquilibre mandibulaire? En premier lieu, la posture, les fonctions orofaciales et plus particulièrement la déglutition en deuxième, et enfin l'architecture crânio-faciale en troisième. Les déséquilibres posturaux. On les observe sur les patients porteurs d'un SADAM. Ils expliquent les douleurs engendrées par les modifications de la posture. Je les ai décrits en 1992 avec le professeur Michel Donazan du CHRU de Lille. Vous voyez ici les éléments de publication que j'ai eus. Bibliographie en 92, approche ostéopathique des dysfonctions crânio-mandibulaires dans la revue de stomatologie du nord de la France. Enfin, en 1993, j'ai édité un livre, Les ATM, évaluation, traitement odontologique et ostéopathique. Et enfin, pour mettre le sujet à la portée de tout le monde, j'ai écrit Mal de dos, mal de dents, en 2005. Les signes posturaux statiques et dynamiques. J'ai publié les signes dynamiques et statiques du déséquilibre occlusal en prenant comme référence le côté de la déviation latérale de la mandibule à l'ouverture, côté hypomobile. Une déviation gauche de la mandibule s'accompagne de 4 signes statiques, entre autres. Flexion latérale gauche de l'occiput sur l'atlas, c'est la première cervicale. Rotation à droite de la deuxième cervicale et sur la troisième cervicale. Ascension de l'omoplate gauche. Ascension de l'aile iliaque gauche. Enfin, 3 signes dynamiques. Limitation de la rotation cervicale gauche, manque de force du bras du côté opposé, le côté droit, manque d'équilibre sur le pied du côté droit. Posture et mandibule, la réciprocité. La posture influence l'équilibre de la mandibule et la mandibule influence l'équilibre de la posture. Sur un sujet exempt de déséquilibre, présentant une ouverture buccale rectiligne et une posture parfaite, la création artificielle d'un déséquilibre rachidien correspondant aux signes statiques décrits change-t-elle la cinématique mandibulaire? Oui, évidemment. La reproductibilité du système est la preuve de sa réalité et de sa fiabilité. À gauche, nous avons un équilibre mandibulaire et postural parfait. En comparant la position des condyles au plateau d'une balance, on comprend mieux l'équilibre général ATM et posture. Lorsqu'on déséquilibre la mandibule par une cale molaire gauche, le condyle gauche descend et le condyle droit monte et entraîne les modifications posturales globales observées sur ce schéma. Vous voyez qu'il y a une ascension de l'épaule, une position compensatoire de la tête et du bassin. Équilibre postural et mandibule.
Pour comprendre cette liaison, il faut la comparer avec la marionnette suspendue à ses ficelles et animée par le croisillon, manipulée par le marionnettiste. Partant du muscle occipito-frontal, les muscles et les fascias du corps sont suspendus au crâne, dont la partie la plus mobile est la mandibule. Toute modification de la position mandibulaire se transmet aux éléments suspendus à la mandibule. Le croisillon de la mandibule est composé de l'os occipital, les deux os temporaux et la mandibule. Les tests dynamiques et statiques permettent de mettre en évidence ces déséquilibres, de démontrer aux patients les effets du déséquilibre sur l'ensemble du corps. De l'utilité des signes et des tests. Les signes et les tests statiques et dynamiques apportent aux patients et aux praticiens des éléments cliniques qui permettent de confirmer ou d'infirmer un diagnostic. Leur reconnaissance est validée en fonction de leur reproductibilité, de leur justification anatomique, physiologique et biomécanique. Test dynamique de Landouzy. La modification statique modifie la dynamique du corps. Limitation de la rotation cervicale du côté de la déviation latérale de la mandibule à l'ouverture buccale. Perte de la force du bras. Ce test n'a rien à voir avec la kinésiologie. Du côté opposé à la déviation de la mandibule à l'ouverture. Perte d'équilibre lors du passage du poids du corps sur un pied, du côté opposé à la déviation de la mandibule à l'ouverture. Limitation de la flexion antérieure du tronc. La remise en équilibre de la mandibule permet au sujet de toucher le sol en flexion antérieure du tronc. Limitation de la rotation cervicale. La déviation de la mandibule vers la gauche par le déséquilibre occlusal s'accompagne d'une limitation de la rotation cervicale gauche. L'épaule gauche est plus haute. La rotation cervicale droite est beaucoup plus ample que la rotation cervicale gauche. Ceinture scapulaire. Une latéromandibulie gauche par un déséquilibre occlusal et par son action sur la ceinture scapulaire entraîne un manque de force du bras droit. Ceci n'a rien à voir avec un test de kinésiologie. Il s'agit d'un testing musculaire comparant la force de chaque bras. Le test n'est pas influencé par le fait que le patient soit gaucher ou droitier. La reproductibilité s'effectue en regardant qu'une ascension volontaire de l'épaule gauche entraîne un déficit de la force du bras droit. Modification de l'équilibre pelvien. L'ascension de l'épaule gauche déplace l'équilibre du corps vers le côté droit. De ce fait, il y a déjà un appui plus important sur le pied droit, donc un équilibre instable. En reproductibilité, l'ascension volontaire d'une épaule entraîne le même déficit d'équilibre sur le pied du côté opposé à l'épaule levée. Voyons ici la flexion antérieure du tronc avant le réglage de la gouttière et la flexion antérieure du tronc après le réglage de la gouttière. Il y a donc une amélioration de l'amplitude de la flexion antérieure du tronc lorsque la mandibule est parfaitement équilibrée. Les équilibres, étude des réciprocités. Règles et exceptions. Normalement,
la déviation de la mandibule à l'ouverture de la bouche et l'ascension de l'épaule se situent du même côté. Mais il arrive que la déviation latérale et l'épaule haute ne soient pas du même côté. C'est parce qu'il y a une superposition des déséquilibres qui agissent à contrario l'un de l'autre. Nous pouvons retrouver ce cas lorsqu'il y a une vraie jambe courte et ou une déglutition primaire, en plus du déséquilibre de l'occlusion dentaire. Le traitement du déséquilibre occlusal par le chirurgien dentiste ne commencera que lorsque la concordance sera rétablie. Omoplate haute du côté de la déviation mandibulaire à l'ouverture. Sinon, les soins concernant l'occlusion ne seront jamais efficaces. Étude des influences réciproques. La reproductibilité doit être une règle pour la fiabilité des tests. Pelvis et mandibule. Influence du pelvis sur la mandibule. Une cale de 5 mm sous le pied gauche crée une ascension pelvienne gauche et une déviation latérale gauche de la mandibule à l'ouverture buccale. De la mandibule sur le pelvis, une cale molaire droite provoque une ascension du condyle gauche et de l'épaule gauche et une ascension gauche du bassin, créant une fausse jambe longue à gauche. Omoplate et mandibule. Omoplate sur mandibule. L'ascension de l'épaule gauche entraîne une déviation latérale gauche de la mandibule à l'ouverture. Mandibule sur omoplate, la mise en place d'une cale molaire droite entraîne une déviation latérale gauche de la mandibule et l'ascension de l'épaule gauche. Rachis cervical et mandibule. Le rachis cervical sur la mandibule. Une flexion latérale gauche du rachis cervical entraîne une déviation latérale gauche de la mandibule à l'ouverture de la bouche. Une rotation cervicale droite du rachis cervical entraîne une déviation gauche de la mandibule à l'ouverture. Influence de la mandibule sur le rachis cervical. Une cale molaire droite entraîne une déviation gauche de la mandibule à l'ouverture et une flexion latérale gauche du rachis cervical. Il y aura aussi une limitation de la rotation cervicale car la deuxième cervicale se trouve en rotation vers la droite. Les influences dans le plan sagittal. Rachis cervical sur la mandibule. La flexion antérieure du rachis cervical et de la tête s'accompagne d'une propulsion de la mandibule. Une extension du rachis cervical provoque une rétropulsion de la mandibule. De la mandibule sur le rachis cervical, des contacts incisivaux-canins, maxillaires et mandibulaires en occlusion limitent la flexion antérieure du rachis cervical. Une propulsion mandibulaire limite l'extension du rachis cervical. Voici sur ces radios un sujet présentant un recul de la mandibule par les contacts des canines et des incisives. Lorsque le sujet est en occlusion, sa flexion cervico-céphalique est limitée. La désocclusion, en libérant les contacts dentaires antérieurs, permet une avancée de la mandibule, ce qui améliore la flexion antérieure du rachis cervical. Un système complexe. Les interférences de tous les systèmes que nous venons de voir permettent de comprendre la complexité des diagnostics à poser et des traitements à effectuer dans les différents domaines. C'est la raison pour laquelle il faut établir un protocole invariable
qui permettra de traiter chaque déséquilibre avant de passer au suivant, et ce jusqu'à retrouver un équilibre parfait. Conséquence du déséquilibre occlusal et mandibulaire, le travail asymétrique des muscles du corps par la modification de l'équilibre mécanique temporomandibulaire est à l'origine de tous les symptômes du syndrome de Kosten. Les muscles compensent le déséquilibre osseux et présentent des contractures et entraînent des douleurs à distance ou locales. Ils vont modifier la posture globale de la biomécanique du corps. Un protocole invariable. L'examen initial d'un syndrome de Kosten se fera selon un ordre invariable: la posture générale du corps, la déglutition salivaire, l'occlusion dentaire, l'architecture crânio-faciale. De l'utilité des tests statiques et dynamiques, ils permettent de démontrer aux patients l'exactitude du diagnostic posé et aux praticiens de voir l'effet de ces corrections sur la posture et la mécanique mandibulaire. En éliminant une cause, on peut en voir le résultat immédiatement par l'examen de la posture et de l'ouverture buccale. Correction immédiate des causes. La correction de la posture s'effectue par la mise en place d'une talonnette sur une vraie jambe courte et des corrections ostéopathiques des dérangements intervertébraux et pelviens. La correction de la déglutition primaire s'effectue par le test ou le traitement ostéopathique de la déglutition. Si l'occlusion est en cause, la mise en place d'une petite cale entre les dents du côté de la déviation à l'ouverture simule la correction occlusale. Dans un traitement par gouttière, le réglage de celle-ci sera toujours précédé d'un traitement ostéopathique pour le pelvis et le rachis et la correction de la déglutition salivaire. Précision sur la gouttière. La gouttière devra être conforme à un cahier des charges très complet, être en résine dure, si possible placée à la mandibule, permettre sans effort une déglutition salivaire normale et une phonation parfaite, être portée constamment, sauf au cours des repas. Une gouttière nocturne n'est valable que contre le bruxisme. Si vous portez des semelles orthopédiques, vous ne les mettez pas que la nuit, bien entendu. Son réglage doit permettre d'obtenir une ouverture buccale rectiligne et une posture parfaite. Nous aurons l'occasion de développer les conditions de l'usage de la gouttière. Architecture crânio-faciale, elle devra être étudiée pour définir le déroulement du traitement et les traitements à effectuer pour supprimer la gouttière. Ce sera souvent soit des corrections occlusales, soit une orthodontie, voire quelquefois une chirurgie orthognathique. Déduction clinique. Il ressort de ces constatations qu'il existe bien une réciprocité mécanique de la posture sur la mandibule et de la mandibule sur la posture. En raison de cette réciprocité, il est logique de commencer par diagnostiquer et corriger les déséquilibres posturaux mécaniques, dérangements intervertébraux et anatomiques, inégalité des membres pelviens, avant de commencer le traitement odontologique. Exemple de déséquilibre, dans le plan frontal, la boiterie est engendrée par une ou plusieurs dents plus hautes qui vont créer une prématurité occlusale puisque le contact dento-dentaire se fera d'abord de ce côté. La boiterie se manifeste alors par un abaissement du condyle gauche et une ascension du condyle droit, que nous voyons sur le schéma ici, cette prématurité qui entraîne un abaissement du condyle gauche et une ascension du condyle droit. Nous avons tous ressenti ce phénomène lorsque nous avons, au cours d'un repas, une graine qui reste collée dans une dent. Visualisation d'une boiterie sur un panoramique dentaire.
Vous voyez ici l'extrusion des molaires, les dents qui viennent se toucher d'abord du côté gauche, puis du côté droit, la position des condyles dans les fosses mandibulaires, ici. Il existe aussi des déséquilibres en rotation et en rétrusion. Une rotation mandibulaire vers la droite par des contacts latéraux des dents postérieures ou par des contacts au niveau des incisives et des canines. Dans le plan horizontal, la rotation lorsque les contacts dento-dentaires font glisser la mandibule vers un côté. Dans le plan sagittal, la rétrusion lorsque la mandibule se trouve repoussée très en arrière par le contact des incisives et des canines. La luxation discale. A été souvent considérée à tort comme la cause des déséquilibres et des douleurs, alors qu'elle est simplement un symptôme créé par le déséquilibre général. Il faut rétablir les équilibres pour que le disque puisse éventuellement rentrer dans la fosse mandibulaire, sinon il faudra avoir recours à la chirurgie pour le repositionner. La luxation du disque est la résultante des déséquilibres dus à la perte de la symétrie des mouvements mandibulaires. Du côté hypermobile, nous avons une traction du disque vers l'avant par les muscles ptérygoïdiens. Du côté hypomobile, une compression postérieure du disque dans l'articulation qui peut chasser éventuellement le disque vers l'avant. Côté hypomobile, le condyle est en arrière et comprime le fond de la fosse mandibulaire. Côté hypermobile, le condyle et le disque sont en avant. Les muscles ptérygoïdiens sont spasmés et attirent le disque pour le luxer vers l'avant. Posture avant et après traitement. Le trouble postural engendré par le déséquilibre mandibulaire est très important. Il explique les nombreux symptômes du syndrome. La guérison passe par le rétablissement d'une posture normale et d'une mécanique mandibulaire normale. Voici le patient avant et après le traitement de son syndrome de Kosten lié à une malocclusion sévère. En regardant sa posture initiale, on comprend pourquoi les patients atteints de ce syndrome présentent des douleurs généralisées et une homéostasie très perturbée. Lorsqu'on revoit le résultat obtenu par le traitement odontologique, ostéopathique et orthodontique, nous voyons pourquoi le sujet se trouve maintenant en parfaite santé. Conclusion. En voyant les modifications posturales engendrées par le déséquilibre de la mandibule, on comprend la souffrance des patients prisonniers de cet état. De plus, la correction de ce trouble postural nécessite un traitement long de rééquilibration générale. Il faut souvent compter une année, voire plus, pour obtenir un résultat parfait et stable. Merci de votre attention. Vous pouvez vous documenter en lisant mes livres et en allant sur les sites cereemedicine.org et jmlandouzi.fr. Je vais préparer d'autres vidéos pour aider encore les patients à mieux comprendre leur maladie et aux praticiens pour leur donner des conseils en ce qui concerne les traitements de cette redoutable maladie.